Bonsoir tout le monde, ici Pegajinka, bienvenue dans cette review de l'épisode 8 de Beyblade Burst Quad Strike qui aura été sous le signe de Shaka et qui, pour être honnête avec vous, m'a très agréablement surpris. Je vais être honnête, je m'attendais en voyant l'intro à un épisode clairement promotion de la nouvelle Excalius avec son nouveau lanceur trop stylé. Mais force est de constater que ça a été un peu plus que ça, et évidemment que quand la série sait me surprendre, je le note et ça me fait plaisir. Avant de parler de cet épisode-là, j'ai lu vos retours du coup sur l'épisode 7, et dans l'ensemble, j'ai l'impression que tout le monde a globalement apprécié, que tout le monde avait su relever des points assez intéressants, notamment le point de la peluche que j'avais oublié dans l'épisode précédent, qui effectivement était un cadeau de Ken à Pri et qui symbolisait un peu la relation entre les deux au final. Et puis aussi l'épreuve que Pri avait passée d'une certaine manière, avec du coup le spectacle de marionnettes de Ken, etc. Donc effectivement c'était un point à ne pas négliger, et sur lequel je voulais revenir. Mais dans l'ensemble, effectivement, vous avez plutôt bien apprécié et vous avez trouvé le développement intéressant vis-à-vis de l'introduction de Ken dans cette saison et de ce qu'il a apporté. Et du coup, pour revenir à l'épisode de cette semaine avec l'introduction de Shaka dans cette saison, dans l'ensemble, on reste dans la même structure narrative qui est d'aller à la rencontre du personnage en question dans son quotidien et de voir globalement comment ça se passe depuis, en fait, tout simplement. Et ça m'a fait penser à quelque chose, c'est que j'ai l'impression que cette démarche-là, un peu d'aller voir certains personnages clés de la série, qui évidemment sont mis en valeur pour des raisons mercantiles et de toupies qui n'étaient pas là à la base et qui sont arrivés en cours de route, on est bien d'accord. Mais mine de rien, l'introduction de ces différents personnages vont permettre de développer un peu l'univers de Beyblade Burst et de lui donner de la profondeur vis-à-vis des événements qui sont passés dans Quad Drive. Je m'explique. Pour ceux qui n'ont pas lu le manga Beyblade Burst, déjà faut le faire parce que c'est très intéressant de constater en fait comment l'auteur a réussi à mettre en place différents arcs narratifs centrés sur différents personnages principaux et à les lier les uns aux autres de manière totalement cohérente dans un univers qui est lui tout autant cohérent et qui a véritablement du lien avec un impact de chaque protagoniste sur chaque pan de son histoire. Et ce qui est intéressant en fait avec le manga, c'est que arrivé à la partie 6, qui est la dernière du coup, donc la partie de Belle, euh, on n'a clairement pas le temps de voir tous les personnages, et des personnages qui peuvent paraître importants comme Drum, Aika, Gwyn, euh, Shaka peut-être, euh, les Asahi, tout simplement. Plein de personnages qui n'auront pas été présents dans la quête de Belle, mais qui auront été tout autant importants dans le développement global de l'histoire de Beyblade Burst. Et le dernier chapitre du manga nous propose un peu une vision d'ensemble où on voit la vie en fait de chacun des personnages. Ce qui permet du coup de se dire que même si euh, ils n'auront pas été présents dans la quête de Belle, parce qu'ils n'y auront pas eu un quelconque rôle, parce qu'effectivement la quête de Belle est très différente dans le manga comparé à l'anime, et ben ces personnages ont continué à vivre leur vie de leur côté et ont continué à exister en parallèle de l'existence de Belle. Et ce qui fait que quand on arrive à la fin de Beyblade Burst, et ben mine de rien tout le monde, tous les personnages qu'on nous aura montrés auront eu plus ou moins leur heure de gloire, et on sait qu'ils auront continué à vivre chacun de leur côté de manière plus ou moins cohérente. Et j'ai l'impression que l'introduction des différents personnages, hormis Drum, parce que c'était un cas un peu spécial, on va pas se mentir, euh, vise à faire quelque chose du genre. Vise à montrer que Shaka, Ken, a fortiori les Asahi et Aiga, ont vécu leur vie chacun de leur côté, et ont vécu leurs activités pendant que Belle faisait sa vie lors de Quad Drive. Et ce qui permettrait du coup de donner un peu de cohérence et lien à l'univers de Beyblade Burst, ce qui serait honnêtement pas du luxe. Et je cracherai pas dessus, à titre purement personnel. Donc effectivement, je dois bien avouer que l'introduction de ces différents personnages et la façon dont ils sont mis en valeur me fait très plaisir, à titre personnel.
Et encore une fois, je suis désolé de rester sur ce point, mais j'avoue que ça m'a un peu fait chier parce que c'était un de mes personnages favoris, hormis Drum, qui lui a été vraiment introduit à la va-vite, hein, je rassure mon idée malgré tout. Je trouve que Shaka et Ken, pour l'instant, ont été introduits de manière très intéressante, de manière très cohérente vis-à-vis de l'univers des personnages en question qui nous avaient déjà été présentés. Donc c'est un très bon point. J'attends de voir ce qui va en être du côté des Asahi et surtout d'Aiga, parce qu'effectivement je les attends un peu sur ce côté-là, savoir s'ils vont revenir sur le bail du champion du monde ou s'ils vont totalement s'en foutre. J'attends, j'attends de voir. Je fais pas de prédiction. De toute façon, comme vous vous en doutez, comme les anciens le savent, je suis très mauvais pour ça. Euh, mais j'attends quand même. J'ai quand même certaines attentes vis-à-vis de ça, et je vous avoue que c'est non sans mal. J'ai le truc d'un peu de loin à recul concernant le futur de la série à ce niveau-là. Pour revenir dans le vif du sujet concernant l'épisode, comme je vous l'ai dit, personnellement, il m'a très agréablement surpris. Donc effectivement, on va à la rencontre de Shaka avec Valt qui va interpeller notre groupe de héros pour aller le voir. Alors, si j'étais Tassillon, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, il n'y avait pas de grosses raisons d'aller le voir plus qu'il y a 2 ans, ou peu importe la ligne temporelle qu'il y avait entre Quad Strike et Quad Drive. C'est-à-dire qu'à aucun moment, Valt n'avait de raison scénaristiquement valable d'amener Bell, Ranzo et Pri, ou peu importe si elle était là ou pas, chez Shaka, avant ou après, au final. Donc, sur ce point-là, effectivement, ça bloque un peu de mon côté. On peut imaginer qu'effectivement, juste la quête de Bell n'est entre guillemets pas terminée, même si je vais revenir un peu là-dessus. Et que du coup, il continue un peu ses voyages à travers les 4 coins du monde. Ce qui, honnêtement, me dérange pas plus que ça, si c'est ça le parti pris de la série. Mais effectivement, ça rend un peu caduque tout l'arc final de Quad Drive avec l'espèce de tournoi qu'ils avaient fait à 3 bladers pour déterminer un peu le meilleur buteur. C'était un peu nébuleux à ce niveau-là. Donc, vous voyez où je coince. Vous voyez où je coince. Mais, admettons, partons de ce postulat. Partons de ce postulat qu'effectivement, ils sont allés voir Shaka, que ce dernier, du coup, s'entraîne comme d'habitude. Bon, ils ont triplé la dureté de l'entraînement avec 300 bladers au lieu de 100. Alors bon, moi j'ai juste un problème avec ça, c'est avec la représentation un peu, parce que c'est effectivement, quand tu dis 300 bladers, c'est censé t'impressionner, tu vois. Là, il y a 20 pélos, grand max à l'écran, et je trouve ça dommage de pas avoir fait une représentation vraiment impressionnante du chiffre graphiquement. Pareil, pour reprendre le manga, la première fois qu'on voit le challenge des 100 bladers de Shaka, c'est pas exactement le même que dans l'animé parce que là c'est 100 bladers en même temps, tu vois une masse de personnes devant Shaka où limite les bladers sont entassés les uns sur les autres, t'en as sur les toits, t'en as qui sont, ils sont tous en cercle autour du stadium, etc. C'est impressionnant à voir. Et j'aurais aimé que la difficulté de l'entraînement de Shaka ressorte à travers justement le dessin ou l'animation. Là où ça devient juste un prétexte pour Pri et Belle de l'affronter, et de se faire ça pour poutrer d'ailleurs. Euh, mais voilà, je sais que pour certains je vais certainement chipoter, mais c'est peut-être des occasions qui auraient mérité un peu plus de pousser la chose, à mon sens en tout cas. Mais du coup voilà, Xiphoid Excalibur qui présente du coup toujours les mêmes atouts, à savoir du coup son point de contact avec une puissance absolument énormissime, qui va one-shot Pri et Belle, et qui du coup va donner l'occasion à Pri évidemment de se remettre en question et de se demander si effectivement elle n'est pas au final aussi peu puissante sans son masque. Et ce qui va donner l'occasion du coup de trouver une lettre de Ken qui avait été glissée avec la peluche, lui expliquant qu'effectivement avec ou sans son masque, elle reste avant tout elle-même, et que si elle est plus puissante avec, c'est ainsi que va la vie et c'est pas grave. Donc à ce niveau-là, j'avoue que je suis très satisfait parce que ça montre une fois de plus que Ken n'était pas là que pour de la figuration, et que en dépit de son absence, il arrive quand même à avoir une importance dans le développement de Pri, et que ça permet au personnage principal de progresser dans sa quête d'identité. Sur ce point-là, j'avoue que je suis très 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 agréablement surpris.
Et ça donne l'occasion effectivement d'avoir un match retour de prix à une heure absolument incroyable de la nuit, avec son masque pour affronter une deuxième fois chacun. Et effectivement, sur ce point-là, j'avoue que c'est un point très intéressant dans le sens où elle va réaffronter Shaka. Et elle va alterner d'ailleurs entre les deux Pandora, donc Lightning et Tidal, si je dis pas de bêtises. Donc la type non, équilibre et la type attaque. J'allais dire endurance pour Lightning, mais corrigez-moi dans les commentaires, je suis vraiment pas au point sur les Bay Hasbro concernant ce point. Et j'ai trouvé très intéressant le fait qu'elle alterne entre plusieurs styles de jeu. Et évidemment, hein, vous en doutez, en tant que personne qui a organisé un tournoi où le but c'était principalement de réfléchir à quel bait allait counter pick en fonction de celle de ton adversaire, j'ai trouvé ça très intéressant d'utiliser une stratégie qui ressemblait fortement et qui du coup mettait vraiment en valeur la réflexion du blader et qui permettait vraiment de montrer le côté adaptatif du jeu. Et j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Concernant les combats de cette série, j'avoue que je suis très agréablement surpris, que ce soit en termes d'animation 3D, où effectivement, là, ça perd pas, contrairement à l'animation 2D qui, encore une fois, dans cet épisode-là, était plutôt moyenne. La 3D, elle, c'est toujours être assez ambitieuse en termes de mise en scène et être assez intéressante. Et en termes de chorégraphie, de sens du combat, on n'oublie pas le high mode, on n'oublie pas les changements de driver quad drive. Il y a des alternances de bay, ce qui fait que du coup, on n'a vraiment pas l'impression d'avoir une série qui présente bêtement ses produits à la suite, mais qui les met en valeur de manière cohérente avec l'histoire qu'il nous propose. Et ça, c'est d'autant plus immersif dans les combats. Donc effectivement, sur ce point-là, j'avoue être très agréablement surpris. L'épisode se conclut du coup évidemment sur Belle, Ranzo et Val qui veulent tous les trois affronter Shaka à cette heure absolument terrible. Et du coup, c'est assez mignon. C'est assez mignon parce que du coup, ça montre effectivement leur passion pour le Beyblade et ça la montre d'une façon, on va dire, différente qu'on avait vu auparavant. Je trouve ça toujours très cool en termes de mise en scène et en termes de développement, d'avoir des petits éléments qui rentrent un peu, comme on en avait parlé la dernière fois, dans la catégorie chill et wholesome de la série, et qui malgré tout transmettent des messages assez intéressants. Donc effectivement, j'avoue que je m'y suis habitué, mais si la vibe de la série est aussi qualitative dans le développement de chacun de ces personnages qui nous ont été présentés dans l'introduction et dans le générique, euh, pour ceux qui ne comprennent pas, hein, Shaka, Ega, les Asahi, etc. Si on est sur un développement aussi qualitatif à chaque fois, force est de constater que moi de mon côté ça me va très bien et que si la série n'est pas spécialement épique ou quoi que ce soit, j'avoue que ça me dérange pas plus que ça. Voilà. Concernant les points qui du coup justement m'ont dérangé ou tout du moins intrigué, alors déjà premier point c'est purement personnel et en vrai on s'en fout, hein. Quand ils mangent à table et qu'ils sont au Japon, il n'y a que des plats européens ou occidentaux de type américain et ça m'a cassé les couilles. Franchement, c'est très personnel comme j'ai dit, mais je trouve que ça enlève quelque chose culturellement. D'introduire des plats aussi américanisés dans un endroit où géographiquement ça se passe au Japon, si tu veux. Alors évidemment, j'ai pas envie d'avoir des onigiri sur... Enfin, pas envie d'avoir des onigiri à chaque fois qu'on est au Japon, évidemment. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis la variété des plats au Japon est assez grande pour pas rentrer spécialement dans le cliché. Mais ce que j'entends par là, c'est que, toujours pour parler d'immersion, moi ça me l'a un peu brisé et j'ai senti que il y a eu la moulinette américaine qui est passée par là en fait. Et que on a foutu un grand coup de sauce burger sur la culture de la série et ça me fait un peu mal. Et puis surtout que le visuel qu'on nous présente et le décor qu'on nous présente est typiquement japonais. On est dans un putain de dojo, en fait. Et tu vois des putains de hot dogs et des pâtes à la carbonara ou je sais pas quoi, ça fait tâche. De mon point de vue en tout cas. Évidemment que ça gâche pas la série, mais ça fait tâche et encore une fois, comme j'ai dit, ça brise un peu l'immersion de mon côté tout du moins. Voilà, bon, c'était un petit détail. Et deuxième truc, c'est que j'ai l'impression du coup que avoir utilisé Lightning et Tidal Pandora, ça a fait augmenter l'énergie respective de chaque toupie. Donc au final, est-ce que l'énergie générée
vient de certaines toupies et a un certain type d'énergie en fonction de la toupie que Pri/Quadra va utiliser, ou est-ce que c'est une toupie en particulier? On va prendre par exemple Bellfire qui va générer de l'électricité, qui va générer du vent. C'est très flou une fois de plus. J'ai pas envie qu'ils se perdent dans leur explication de comment générer la puissance, et j'ai bien envie qu'ils justement se focus sur une règle, ça fonctionne comme ça, et on y va. Donc sur ce principe d'énergie, j'ai toujours autant de mal. Sur l'exploitation du concept, pour être plus précis. L'exploitation du concept me paraît particulier. Voilà. Sinon, eh ben, pour l'épisode suivant, donc le 9, on a toujours l'aide d'être parti dans des espèces de mini-arcs où on suit effectivement le quotidien des personnages avant potentiellement de prendre un match revanche et du coup potentiellement une victoire avec une conclusion. Et effectivement, vu que Quadra/Pri a perdu avec son masque, ça ne peut que être intéressant par la suite. Savoir si Pri va gagner sans son masque, savoir si elle va s'accepter enfin avec son masque et comprendre ce qu'il y a derrière. À voir où ça va partir, mais ça peut être très intéressant dans tous les cas. Pax a l'air de sortir un peu de son rôle unilatéral qu'il avait pour le moment d'observateur à la situation et a l'air d'être un peu plus engagé. Il y a eu un petit regard un peu ambigu à un moment donné. On n'en sait pas plus pour le moment. Mais la série, malgré tout, garde son fil rouge du coup de pouvoir élémentaire et du coup donne des billes par rapport à ça tout en suivant le quotidien des différents personnages. Donc pour l'instant, j'avoue que même si j'ai eu du mal au commencement, notamment parce que on nous a un peu en même temps présenté le personnage le moins intéressant des trois pour l'instant, j'avoue que la dynamique dans laquelle on est pour le moment me plaît et que j'ai hâte de voir la suite et de voir la conclusion un peu de tout ça et où ça va nous mener. Donc vous l'aurez deviné, pour moi ça a été un épisode qui m'aura pleinement satisfait. J'attends avec impatience évidemment l'épisode 9. On en parlera sur cette chaîne, vous pouvez en être sûr et certain. Sur ce, du coup, je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour parler de l'épisode 9. En attendant, portez-vous bien, c'était Vegajinka. A plus tout le monde.